Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré au maintien dans l'emploi. Nous sommes actuellement 250 déjà participants en ligne. Merci à tous pour votre présence ce matin. Comme c'était indiqué dans la vidéo, si vous avez des sons, des notifications, je vous invite à désactiver le son en haut pour pas que ça vous gêne. Nous sommes aujourd'hui en présence donc de moi-même et Jérôme Audon dans le cadre du Handipact Pays de la Loire pour ce webinaire, un webinaire qui est ouvert aux 4 régions, qui réunit les régions de Nouvelle-Aquitaine, du Centre-Val de Loire, de la Bretagne et des Pays de la Loire. Donc bienvenue à tous, employeurs publics et partenaires, Cap Emploi, on a des personnes de l'ADAPT également, donc bienvenue à tous. Ce webinaire est aujourd'hui organisé donc par la région Pays de la Loire, enfin par le Handipact Pays de la Loire, dans le cadre du programme financé par le FIPHFP d'animation des employeurs publics en région. Et en cette période particulière que nous connaissons tous, nous avions à cœur de maintenir ce lien avec vous et entre les employeurs. Donc, nous vous inviterons tout au long de ce webinaire que nous allons essayer de rendre interactif autant que possible, à poser toutes vos questions dans l'onglet questions, à répondre au sondage et à interagir. Nous aurons également la chance d'accueillir un certain nombre d'intervenants qui sont connectés parmi nous et qui viendront également témoigner sur cette thématique. Voilà pour l'introduction. Donc, les intervenants que nous aurons la joie d'accueillir aujourd'hui, Isabelle Méhens du CDG 44, Delphine Lassette, Cap Emploi 49, Carole Gallet, Passe Psychique, et Bénédicte Buffet de l'emploi accompagné 49. Donc, beaucoup d'intervenants, mis à part Carole Gallet, des Pays de la Loire, puisque c'est cette région qui porte aujourd'hui l'organisation de ce webinaire. Et nous aurons également la chance d'avoir parmi nous Jérôme Audon, consultant expert donc chez ADO Conseil, qui nous tracera le fil rouge de cette intervention. Bonjour Jérôme et bienvenue. Bonjour à tous. Alors, nous allons pouvoir donc commencer par un petit quiz pour tester l'onglet sondage et pour tout de suite vous mettre à contribution. Avec donc une première question, parce que cette thématique du maintien en emploi, vous le savez très pertinemment, sollicite plusieurs acteurs, que ce soit en interne de la structure, en externe, on a un certain nombre de dispositifs, d'acronymes, etc. On va essayer de comprendre un petit peu mieux comment tout cela fonctionne par une première question, et nous vous invitons à rendre visite à l'onglet sondage, qui est juste le 3e onglet à droite de votre écran pour cette première question. Et Jérôme nous donnera la réponse dans quelques instants. En quoi le conseil en évolution professionnelle peut-il être utile en matière de maintien dans l'emploi? Pour prescrire un accompagnement par Cap Emploi, pour obtenir des financements du FIP sur des aménagements de poste, pour définir et accompagner un projet de reconversion d'un agent en situation de handicap. Je pense que vous êtes déjà nombreux à avoir répondu. Et pour la plupart, ça défile à toute allure. Alors, vous êtes nombreux à avoir répondu les réponses 1 et 2, mais surtout massivement la réponse 3 pour définir et accompagner un projet de reconversion. Jérôme, qu'en est-il ? Bon, les questions sont toujours posées d'une manière un peu piège parce que, en fait, pour prescrire un accompagnement par Cap Emploi, on aurait pu imaginer que c'était pour orienter vers Cap Emploi. Alors, c'est pas complètement à côté de la plaque dans le cadre de demandeurs d'emploi. Mais dans le cadre de maintien dans l'emploi, c'est pas le cas puisqu'en fait, c'est par Cap Emploi que le conseil en évolution professionnelle va se faire et va se faire pour la fonction publique uniquement là où normalement le conseil en évolution professionnelle va se faire plutôt pour les salariés ou les demandeurs d'emploi via Pôle emploi, mission locale, etc. Donc, c'est pas la réponse 1 en tant que telle, même si effectivement la formulation est un peu ambiguë. Pour obtenir des financements du FIP sur des aménagements de poste, non, c'est pas le conseil en évolution professionnelle qui va permettre d'obtenir des financements, c'est plutôt l'offre de services de Cap Emploi, mais vous voyez, il y a une petite ambiguïté aussi. C'est pas en tant que tel le conseil en évolution professionnelle, mais pour définir et accompagner un projet de reconversion d'un agent en situation de handicap, vous avez été
très nombreux, 161 personnes, 162, ça continue d'ailleurs. C'est effectivement le cas puisqu'il a été donné à Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap d'être effectivement conseil en évolution professionnelle sans avoir à passer par la voie du marché public. Et le conseil en évolution professionnelle, eh bien, c'est une période pendant laquelle la personne va pouvoir prendre le temps de reconsidérer son projet professionnel, de faire un diagnostic de la situation, de comprendre quelles sont les contraintes, de se projeter dans l'avenir à partir d'un nouveau projet professionnel et puis de définir finalement les grandes étapes de ce projet professionnel. Donc, c'était effectivement la réponse 3. Ok, merci Jérôme pour cette réponse très précise. Et on passe tout de suite à une deuxième question que vous allez voir apparaître dans l'onglet sondage dans un instant. Cap Emploi, selon vous, peut être notamment prescripteur et vous avez plusieurs réponses possibles dans l'onglet sondage. Du dispositif d'emploi accompagné, d'une PMSMP, d'un conseil en évolution professionnelle, d'un EHPAD. Alors, on emploie volontairement des acronymes, etc. Hein, rassurez-vous, c'est pour vous mettre dans le bain, mais on reviendra évidemment sur ces dispositifs et c'est l'objet même de ce webinaire. Alors, allons voir tout de suite les réponses dans l'onglet sondage. Alors, on a plutôt des réponses en faveur de la PMSMP. En deuxième position du conseil en évolution professionnelle, 48 réponses et 32 réponses pour l'emploi accompagné. Jérôme, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Alors déjà, j'ai regardé tout à l'heure quelles étaient les personnes inscrites, pas les 275 que nous sommes maintenant, mais de fait, on avait quand même plutôt des professionnels, pas mal de Cap Emploi, pas mal de différents dispositifs qui interviennent. Donc, on comprend pourquoi personne n'a mis un EHPAD. Mais bon, ça, c'était effectivement la question un peu marrante. Du dispositif d'emploi accompagné, non, parce que le dispositif d'emploi accompagné, il passe par une prescription MDPH et financement ARS. Donc, ceux des 45 qui ont mis ça, ça peut pas le faire par Cap Emploi. Donc, on aura tout à l'heure l'intervention d'Elphine qui nous en dira un peu plus. En revanche, pour ceux qui ont mis PMSMP, donc période de mise en situation en milieu professionnel et puis conseil en évolution professionnelle, oui, le Cap Emploi peut, dans un premier temps, définir qu'il faut faire un travail, alors qui pourrait être aussi fait par, dans le cadre d'autres prestations, mais en tout cas via le conseil en évolution professionnelle, en tout cas avec cette casquette-là. Et puis la période de mise en situation en milieu de professionnel, absolument, c'est-à-dire que l'idée de cette période de mise en situation en milieu professionnel, c'est que l'employeur public soit en capacité de pouvoir mettre à disposition un autre employeur public, et ça peut effectivement passer pour le cadre du maintien dans l'emploi par les Cap Emploi. Et puis généralement, les Cap Emploi le font dans le privé notamment, mais pas que, y compris pour les demandeurs d'emploi. Donc c'était bien la réponse 2 et la réponse 3. Alors, on peut mettre en place, par exemple, une période de mise en situation professionnelle via un CDD d'insertion, un CUI, enfin, contrat unique d'insertion, etc. C'est aussi possible, peu importe le cadre qui est donné à cette PMSMP. Et juste pour précision, on a dans le chat, ça commence déjà à avoir des réactions. Christophe Carrère et Sébastien Dugas qui nous soulignent que Cap Emploi est mobilisateur de l'emploi accompagné, mais pas prescripteur. On va dire que Cap Emploi oriente en effet vers l'emploi accompagné et je les salue. Merci pour vos contributions. Pour cette précision, absolument. Alors, passons tout de suite à une prochaine question. Qui peut bénéficier d'une PSOP? Encore un acronyme un petit peu barbare, mais on va vous l'expliquer tout de suite pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, qui peut en bénéficier? Ce seraient les salariés des entreprises, les agents de la fonction publique, les contractuels de la fonction publique, les demandeurs d'emploi. Encore une fois, vous avez plusieurs réponses possibles et la question disponible qui vient d'apparaître à l'instant dans l'onglet sondage. Alors, ça bouge à toute allure, on va attendre quelques instants. Et j'en profite pour dire, je vois que certaines personnes ont des difficultés de son. N'hésitez pas à rafraîchir votre page. Généralement, c'est suffisant pour récupérer le son. Alors, je ne connais pas la PSOP, en effet. On va l'expliquer dans un instant. Alors, dans les résultats du sondage, c'est relativement équilibré, Jérôme. On a pas mal de suggestions sur les 4 réponses, avec en premier lieu les demandeurs d'emploi. Est-ce que tu peux nous préciser un peu les contours de la PSOP?
Dans la réalité, telle qu'est formulée la question, c'est vrai que les 4 réponses sont potentiellement bonnes. Dans l'absolu, une prestation spécifique d'orientation professionnelle hein, qui, je le rappelle, est un peu, alors à quelques détails près, mais un peu la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure sur le conseil en évolution professionnelle. C'est un diagnostic personnalisé, professionnel, c'est un travail sur l'émergence des choix professionnels, c'est un travail d'étude de faisabilité pour vérifier quelles sont les conditions requises pour que la personne puisse s'orienter là-dessus, et puis c'est éventuellement l'appui et la concrétisation via le plan d'action. Donc, de fait, cette PSOP, elle n'est pas réservée aux uns et aux autres dans l'absolu. En matière de maintien dans l'emploi, ce sont les agents de la fonction publique qui présentent un risque d'inaptitude à occuper cet emploi qui sont les bénéficiaires, voilà, en plus des demandeurs d'emploi. Alors oui, pardon, pour les salariés des entreprises, ce n'est pas le cas. Donc, a priori, on pourrait plutôt barrer la première réponse pour garder les agents de la fonction publique, les contractuels probablement aussi, et les demandeurs d'emploi. Alors, si sur le chat, les grands spécialistes que sont Cap Emploi veulent me faire des corrections, je suis preneur, mais sinon on posera la question tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, on a Pauline Charpentier qui nous souligne que la PSOP n'est plus destinée au même public d'un département à l'autre. Donc, en effet, il peut peut-être y avoir des spécificités d'un département à l'autre. Et on aura tout à l'heure Cap Emploi parmi nous avec Delphine Lassette qui pourra peut-être nous apporter quelques précisions. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'étale pas trop pour l'instant. C'était une petite mise en jambe pour l'instant. Et donc, la PSOP il n'y en aurait pas. Oui, et la PSOP est effectivement prescrite par Cap Emploi, parce que je vois qu'il y a une question qui est posée sur le mode de prescription. Voilà, et on me dit que les salariés peuvent en bénéficier. C'était ma première réponse initiale. Après, j'ai eu un petit doute, mais c'est probablement lié aussi peut-être au cadre qui est donné dans chacun des territoires. Donc, en effet, a priori, il n'y en aurait pas en Gironde, on nous signale, alors qu'en Creuse, Christophe Bertrand nous signale qu'il y en aurait. Donc voilà, en effet, ça dépend des départements. On posera la question à Delphine tout à l'heure. Voilà, exactement, pour les Pays de la Loire. Merci beaucoup, en tout cas, à chacun. Ça va très vite sur le chat. On vous remercie de vos contributions. Une prochaine question. Alors, volontairement, en présentant notre intervenante passe psychique, je n'ai pas expliqué cet acronyme. Qu'est-ce qu'une passe? Est-ce que tout le monde est bien au clair avec ça? Est-ce une période d'accompagnement suivi, une prestation d'appui spécifique ou une professionnalisation des acteurs spécialisés? Vous avez tout de suite la question dans l'onglet sondage. Alors là, vous êtes tous parfaitement au clair avec ça, puisque là, c'est une écrasante majorité. Hein. En effet, c'est bien une prestation d'appui spécifique. Et on aura la chance tout à l'heure d'avoir avec nous Carole Gallet d'une passe qui représente une passe psychique qui viendra un petit peu nous expliquer comment est-ce qu'on peut mobiliser une passe, à quel moment, etc. Donc, vous aurez plus d'infos à ce moment-là. Voilà pour la passe. Jérôme, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter à ce stade? Non, cette prestation d'appui spécifique pour les 8 qui éventuellement étaient un peu perdus, c'est ce qui s'appelait les PPS avant, mais ça n'a pas changé véritablement, hormis qu'il y a un cadre qui est donné en termes d'offres de services, et simplement ajouter que ces passes sont spécialisées par thématique de handicap. Donc, on a une passe psychique, une passe cognitive, une passe voilà, visuelle, auditive, etc. Elles peuvent être sollicitées à différents moments, mais elles le font par prescription, notamment Cap Emploi, et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Ok, une dernière question, et ensuite on reviendra en détail sur tout ça. Ah, ça y est, j'ai trop anticipé. Justement, Jérôme a anticipé sur la dernière question, mais c'est pas grave, ça fera un petit rappel. Comment peut-on solliciter une passe, donc une prestation d'appui spécifique, par une prescription Cap Emploi en passant par le site du FIP ou directement auprès du prestataire? Mais encore une fois, il y a des petites nuances. Donc, on vous invite à répondre à cette question toujours via l'onglet sondage. Alors, on a une écrasante majorité qui nous indique par une prescription de Cap Emploi, mais également quelques réponses en passant par le site du FIP-HFP et 20% des personnes qui nous indiquent qu'il serait possible de solliciter une passe directement auprès du prestataire. Dans quelles conditions? Alors, c'est pas faux directement auprès du prestataire si l'employeur est conventionné, puisqu'en fait, l'employeur a la possibilité de prescrire directement une passe quand il est conventionné. Voilà. Mais c'est pas le cas sinon, et globalement, retenez que c'est plutôt Cap Emploi qui prescrit les prestations d'appui spécifiques. Voilà, et on nous indique que Pôle Emploi est prescripteur également. Ah oui, pardon, quand je dis Cap Emploi, c'est parce qu'on était dans Pôle une... Emploi, CDG, etc. Non, c'est juste parce qu'on est aujourd'hui plutôt en train de parler du sujet du maintien dans l'emploi que je parle. Oui,
Absolument. Donc, en effet, hein, on nous rappelle dans le chat, et merci à tous, que les missions locales, les CDG, centres de gestion, qu'on aura la chance d'avoir également avec nous tout à l'heure, et Pôle emploi sont également prescripteurs des passes. Merci à tous pour ces contributions. Ça nous a fait une bonne mise en jambe pour démêler un petit peu ce champ du maintien dans l'emploi. On a choisi d'organiser ce webinaire en suivant différentes étapes et notamment celle que vous voyez affichée à l'écran. Alors encore une fois, c'est qu'une représentation, hein, ça ne fonctionne pas forcément toujours dans cet ordre-là dans le quotidien que vous pouvez rencontrer, mais c'est ce qu'on a choisi d'organiser pour vous présenter un peu les différents acteurs internes et externes à votre structure qui sont sollicités dès le moment de la détection et les signaux faibles auprès de l'agent qui peuvent nous signaler des risques de rupture, qui mènent ensuite éventuellement un signalement, puis un diagnostic, puis une prise en charge de la situation de maintien et le suivi et l'accompagnement dans la durée quand l'agent est de retour à son poste ou à un poste différent ou sur un autre projet, et on viendra également là-dessus. Jérôme, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur ces étapes. On va revenir en détail en fait sur chacune d'elles et je te laisse peut-être expliquer davantage. Oui, alors en fait, ce qu'on a mis en détection signaux faibles, c'est des arrêts de travail éventuellement à répétition, c'est une personne qu'on voit petit à petit déprimée, qui se plaint de plus en plus souvent du dos. Voilà, et donc on peut se dire, quand on a ces détections, ces signaux faibles qui arrivent, il peut y avoir deux solutions. Soit le problème est vraiment lié à une question de santé qui va se dégrader, ou au contraire, ce n'est pas lié à l'état de santé. Si c'est pas lié à l'état de santé, évidemment, l'un des premiers éléments qu'on peut observer, c'est qu'il peut y avoir, alors soit un environnement familial ou autre qui est compliqué, mais parfois aussi des questions de gestion managériale qui sont pas forcément extrêmement propices à ce que la personne retrouve de la confiance en soi et puis voilà, une certaine cohérence. Vous savez, les problèmes de troubles musculo-squelettiques, par exemple, on sait très bien que ça vient d'une pression qui est terrible. Alors la pression, elle est la représentation que la personne se fait du monde dans lequel il est, mais pas que. Cette représentation, elle peut être exacerbée en négatif par un management qui peut être mauvais pour cette personne. Voilà, ça ne veut pas dire que le manager est nécessairement responsable, mais ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, la relation fonctionne pas forcément très bien. Donc ça, c'est détection des signaux faibles. Et, la question qui se pose, c'est quels sont les différents acteurs qui doivent être mobilisés, comment on va passer de la détection au signalement, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va être alerté. Alors souvent, quand il y a eu des arrêts de travail, le médecin de prévention est celui qui va comprendre qu'il se passe quelque chose, ou en tout cas qui va détecter, qui va faire ce signalement. C'est pas forcément à lui seul de pouvoir faire ce signalement. Il peut y avoir une orientation vers un médecin de prévention quand il y a eu peut-être des petits arrêts de travail à répétition, ou quand à un moment donné on pense que la personne est en train de décompenser, ou je sais pas, ou simplement de partir en dépression. Donc on peut aussi signaler auprès du médecin qui lui-même va ensuite poser cette question-là de l'aptitude ou du risque d'inaptitude probable. Voilà, alors c'est pas le médecin de prévention dans la fonction publique qui va définir s'il y a une aptitude au poste, puisqu'il va falloir passer ensuite via un comité médical ou une commission de réforme selon le cas, mais c'est lui qui va probablement, en tout cas poser le cadre de ce qu'il est possible de continuer à faire ou pas, quitte à ce que derrière ça soit renforcé, notamment dans le cadre de reclassement. Voilà. Donc quand on arrive à ce stade de signalement, arrive le diagnostic, oui, non, aptitude ou risque d'inaptitude probable, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a donc un comité médical ou une commission de réforme selon que ce soit lié au travail ou que ça ne soit pas. Donc si c'est pas le cas, c'est le comité médical. On arrive ensuite donc, alors si on a une aptitude à tout poste, on est nécessairement on est rayé des cas, donc licenciement, et sinon retraite pour invalidité. Si c'est pas le cas, donc là on est en prise en charge de la situation de maintien. Tiffaine, je pense qu'on est sur la slide suivante. Oui, je suis en train de faire passer, il y a quelques secondes de décalage parfois. Voilà, pardon. Et donc là, en fait, si ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas une inaptitude à tout poste, il y a une prise en charge de la situation de maintien. Et donc, ce qui est vivement recommandé, et c'est en général comme ça que ça se
passe, c'est qu'il y ait une réflexion qui se fasse dans un cadre pluridisciplinaire. Donc, on va voir non seulement le médecin de prévention, le correspondant handicap, le responsable RH, enfin, bon, en tout cas, les RH qui s'occupent de ça, le conseiller mobilité carrière, et qui vont ensemble essayer de voir de quelle manière cette situation peut être maintenue, donc maintenue au poste avec des aménagements, voilà, avec des mesures compensatoires, etc. Ou éventuellement on s'oriente malgré tout, parce que c'est compliqué, vers plutôt un reclassement, et donc à ce moment-là, on va partir sur une période de préparatoire au reclassement. On a eu un webinaire sur la question qui expliquait quelles en étaient les conséquences, et donc avec soit un reclassement sur un autre corps ou cadre d'emploi, soit éventuellement un licenciement si c'est pas possible. Voilà pour cette dernière présentation. Et évidemment, après, ce qu'il ne faut pas oublier dans cette étape, c'est le suivi et l'accompagnement qui sont le garant que les choses se mettent en œuvre comme il faut, et que les différents acteurs concourent, on va dire, à ce maintien dans l'emploi. Voilà. Alors, quelqu'un pose la question PPR, donc j'ai dit période préparatoire au reclassement, qui est en fait un texte qui est sorti dans le cours de l'année dernière, qui, pour le moment, l'information que j'ai n'a pas encore de déclinaison opérationnelle dans la fonction publique hospitalière, mais normalement est déjà assez bien calé sur la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État. Jérôme, nous avons une question également de Béatrice Leminès de l'ADAPT qui nous demande: est-ce qu'un médecin généraliste peut faire passer un certificat médical pour inaptitude, ou est-ce que cela doit passer par le médecin du travail? Alors, le médecin généraliste, lui, il va délivrer des arrêts de travail, donc il est tout à fait en capacité de pouvoir arrêter quelqu'un d'ailleurs c'est même son rôle, hein, dont il considère qu'il est pas en capacité de le reprendre. Mais la décision d'inaptitude ou d'aptitude n'est pas du ressort du médecin généraliste ou de l'hôpital, par exemple, qui a pu traiter, mais du ressort, alors pour les salariés classiques, par effectivement ce qu'on appelle le médecin de santé au travail, ce qui est l'équivalent du médecin de prévention, sauf que la décision administrative d'aptitude ou d'inaptitude va se faire ensuite dans la fonction publique par le comité médical ou la commission de réforme. Ok, merci pour cette précision. Et on avait également Karine Gautrenaud qui nous signalait les instances médicales sont aussi souvent à la source de détection d'inaptitude partielle ou totale au poste. En effet, on le verra au moment de la détection que les instances médicales jouent un rôle crucial aussi à ce moment-là, comme un faisceau d'acteurs internes. D'ailleurs, au début, ça se joue plutôt en interne. Donc, ouais. Il y a une intervention de Lionel Cardudo qui nous dit que l'approche pluridisciplinaire était extrêmement importante. On en reparlera tout à l'heure. Enfin, on va d'ailleurs essayer de comprendre comment les différents acteurs sont en interactivité ou pas, ou comment c'est important de le faire. C'est absolument essentiel, évidemment. C'est-à-dire qu'au moment de la prise en charge du maintien, il va y avoir des problèmes administratifs, il va y avoir des problèmes médicaux, il va y avoir des problèmes de poste, il va y avoir des problèmes de compétences, de motivation. Donc, on voit qu'en fait, derrière, on a en chaîne un certain nombre d'acteurs qui ont tous une option en fonction de ce qu'ils défendent, du rôle qu'ils ont. Et effectivement, la capacité à se parler entre eux et à associer les différents acteurs. Alors, Anne-Sandrine me dit qu'il faut aussi associer les services sociaux du personnel, évidemment, qu'on n'a pas évoqué là-dessus, et pourquoi pas aussi peut-être des délégués du personnel à un moment donné qui peuvent être, enfin, quand ils sont mobilisés sur ces politiques-là. Et donc, évidemment, c'est extrêmement important. Dans le privé, c'est encore pire parce qu'on n'a pas forcément tous les services qui sont réunis au même endroit. Et chacun suit sa logique assurantielle pour les uns, de prévention pour les autres, etc. Mais dans la fonction publique, c'est quand même un peu la même chose, puisqu'en fait, on va jouer avec en fait cette nécessité malgré tout d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire en matière de maintien dans l'emploi, et puis derrière le spectre de mais oui, mais alors si on peut rien faire de cette personne, qu'est-ce qu'on va faire? Et on sait très bien, j'ai mis volontairement le terme licenciement là-dessus, que en fait ce mot-là est presque un gros mot dans la fonction publique, alors qu'il existe dans la réalité. Mais qu'on va tout faire pour éviter. Donc, du coup, la concertation entre les différents acteurs est plus qu'indispensable. Ouais, c'est ce que nous souligne d'ailleurs Jérôme Serlati, et je le salue, de la préfecture 44,
qui nous indique qu'une cellule de veille est également mise en place dans certaines fonctions publiques réunissant divers acteurs, le médecin, l'assistante sociale, le service des ressources humaines, etc. Donc en effet, pour avoir une approche collective, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'interaction entre ces différents acteurs. Et ensuite, les ponts, enfin même pas ensuite, c'est en même temps les ponts qu'on peut faire aussi avec les ressources externes qui sont tout à fait intéressantes également. Laurence aussi soulignait, ou plutôt poser une question, Laurence Péot, que je salue aussi, poser la question du rôle du référent handicap dans ce cadre. Alors, je ne sais pas dans quel cadre, parce qu'il y a plusieurs cadres ici. En fait, globalement, si la personne est déjà en situation de handicap avec une RQTH, par exemple, eh bien, effectivement, il appartient au correspondant handicap très en amont d'être mobilisé sur la manière dont cette personne voit son état de santé se dégrader ou pas, et donc, du coup, d'aménager, d'ajuster en permanence les aménagements de poste. Donc, j'ai envie de dire, la détection de signaux faibles, le correspondant handicap doit être très en amont. Quand c'est pas le cas pour un agent qui n'a pas de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, dont la situation de santé s'aggrave ou en tout cas brutalement peut-être arrive avec un accident, etc. De fait, le correspondant handicap va plutôt arriver après coup, et notamment on va pouvoir participer depuis la phase du diagnostic et a fortiori évidemment sur le suivi et l'accompagnement. En tout cas, dans la réflexion pluridisciplinaire, on va absolument voir le correspondant handicap. Oui, et d'ailleurs, je me permets de passer à la slide suivante où on va revenir en détail sur chacune de ces étapes. Et en effet, dans les acteurs internes, si ce n'est pas forcément le référent handicap le point d'entrée, si jamais l'agent n'a pas forcément de RQTH ou n'a pas de handicap reconnu, ça peut être aussi le service de qualité de vie au travail, par exemple. C'est ce qu'on indique ici. Dans les acteurs internes qui vont être ressources au moment dès les signaux précoces, on va dire, de risque de rupture, ça peut être ces services-là qui sont mobilisés également, en plus de tout ce que vous avez mentionné dans le chat. Oui, la loi prévoit qu'il y ait un travail qui soit fait sur les risques psychosociaux avec notamment un certain nombre de tableaux, de clignotants. Donc, normalement, ces clignotants devraient être enclenchés et devraient pouvoir signaler, mais ce n'est pas forcément le cas chez tous les employeurs, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a rajouté là-dessus. Mais c'est vrai qu'une organisation qui s'est donné les moyens de pouvoir repérer via un certain nombre d'outils de reporting, etc., va pouvoir agir plus rapidement sur le maintien dans l'emploi, ou en tout cas sur la détection des problématiques qui amèneraient un maintien dans l'emploi, et donc probablement se faciliter la vie derrière, parce que plus on va laisser dégrader une situation de santé qui va se détériorer au fil du temps, plus ça sera difficile en fait de trouver des réponses en termes de maintien dans l'emploi. Voilà. Et puis alors en interne, donc on voit bien qu'il y a un certain nombre d'acteurs. Le correspondant handicap, c'est un peu celui qui va coordonner évidemment l'équipe pluridisciplinaire quand il y en a une, et dans la plupart des structures un peu importantes chez les employeurs publics, il y a effectivement une coordination, voilà, ce qu'on appelle une cellule maintien dans l'emploi par exemple. Mais on a petit à petit aussi la possibilité d'aller mobiliser un certain nombre d'autres acteurs. Alors pour les collectivités territoriales, je voudrais qu'on fasse un zoom avec le centre de gestion qui a un rôle important, en particulier pour les petites collectivités qui en fait se sont pas forcément, enfin oui, vivent sans doute à quelques-uns et donc sont capables d'avoir une détection, mais qui n'ont pas forcément de compétences pour savoir que faire. Et donc là, le centre de gestion prend le relais. Est-ce qu'on peut faire monter en scène Isabelle Méance qui va pouvoir nous illustrer un peu plus ce qui se passe dans un centre de gestion, quel est son rôle, à quel moment en particulier le centre de gestion est sollicité la plupart du temps, et voilà, et jusqu'où il peut aller. Je comble un peu parce que je ne vois pas encore Isabelle. Ça arrive. Isabelle devrait nous rejoindre dans quelques instants. Je viens de lui envoyer une invitation. D'accord. Donc Isabelle, si tu nous entends. Alors, entre-temps, il y a quelques questions. Alors, importance d'interpeller les ergothérapeutes. Oui, en fait, tout dépend des types de pathologies. On interpelle ceux qui sont, a priori, les spécialistes concernés. Voilà, ça nous a laissé le temps d'avoir Isabelle avec nous, que je salue. Isabelle, la question que je posais, ou que je te pose, est la suivante. À quel moment vous commencez à être, vous, identifié comme étant un acteur susceptible de pouvoir participer, on va dire, au maintien dans l'emploi? Est-ce que c'est depuis la détection? Est-ce que c'est un peu plus loin? Et puis, qu'est-ce que vous apportez, vous, très concrètement, comme rôle? Enfin, qu'est-ce que vous avez comme rôle et qu'est-ce que vous mettez en place, peut-être en termes d'articulation, de dispositifs, etc. Bonjour à tous. Écoutez, effectivement, en voyant un petit peu les commentaires des uns et des autres, il y a une place spécifique pour les CDG,
dans la fonction publique territoriale, puisque chaque employeur est son propre chef, on va dire, mais qu'il n'a pas toujours tous les moyens financiers notamment disponibles pour pouvoir mettre en œuvre un référent handicap, une assistante sociale, etc. Toutes ces personnes qui sont quand même essentielles sur les commentaires, là encore, la pluridisciplinarité, effectivement, elle est indispensable pour bien accompagner les gens, c'est évident. Donc notre rôle à nous, c'est de proposer, dans la mesure du possible, tous ces services-là aux plus petites collectivités. Alors, l'organisation des CDG, elle est aussi en partie libre et l'exemple dont je vais vous parler, c'est celui de la Loire-Atlantique, mais qui n'est pas le même que celui des autres départements, bien évidemment. Nous, effectivement, nous avons une assistante sociale, notamment, on a un service de prévention qui a aussi un rôle de détection, un service de médecine de prévention qui, actuellement, je le signale pour pas qu'il y ait des remarques, est un peu en souffrance en raison de départ nombreux de médecins en retraite, notamment chez nous, avec un service qui est vraiment à la peine pour trouver de nouveaux médecins de prévention, donc un service un petit peu dégradé, au-delà, avant même le fameux confinement, et des prestations ensuite qui serviront à l'accompagnement et à la prise en charge, et on aura peut-être l'occasion d'évoquer plus tard, mais déjà une organisation chez nous, avec aussi un référent handicap, moi en l'occurrence, et un fonctionnement en cellule pluridisciplinaire quand c'est possible, afin d'étudier ensemble et effectivement de repérer au niveau de la détection les problématiques qui vont se poser. Alors en faisant effectivement la différence entre une personne qui est déjà reconnue travailleur handicapé ou les personnes pour qui effectivement une inaptitude risque de se poser. Détection qui nous arrive par ces différents réseaux, mais aussi, il faut le rappeler quand même, un rôle important des DG ou des RH de collectivité dans la connaissance qu'ils ont de leurs agents. Voilà. Après, nous, on sert de support, de relais pour mobiliser, pour informer et donner un peu de repères par rapport à ce qui peut être fait effectivement par la collectivité, mais très souvent, ça émane de la collectivité, ce repérage avant tout. Hein. Après, effectivement, le médecin de prévention a le rôle essentiel, mais il ne peut pas travailler tout seul dans tout ça. Et c'est pour ça que on le verra, tous les outils extérieurs, notamment, lui permettent d'avancer et de trouver des solutions, mais on travaille tous ensemble, en fait. Hein. Je pense qu'il n'est pas possible d'envisager un travail sans collaboration entre les différents services internes, par exemple, du CDG, mais aussi la collectivité et les partenaires extérieurs. Pardon. Quels sont les types de prestations, du coup, qu'un centre de gestion est capable d'apporter à une collectivité locale en matière de maintien ? Alors, il y a le travail ordinaire et basique peut-être du médecin, qui est les aménagements de poste, des études de poste, mais qui restent des études limitées, hein, puisque les médecins ont une grande généralité. Ils ont aussi une forme d'expertise sur tout ce qui est ces questions d'organisation et d'ergonomie du travail, mais aussi de renvoyer vers des spécialistes pour faire des études d'aménagement. Ça, c'est l'essentiel, en fait, hein, du travail. Je me suis un peu perdue par rapport à la question que tu la question, c'était quelles sont les prestations que vous êtes capable de prescrire ou que vous êtes capable de délivrer directement au sein du centre de gestion. C'est ça, quoi. Alors, en interne, voilà, en alors en interne, effectivement, ça dépend de l'organisation de chaque CDG. Moi, je sais que je travaille en collaboration avec les médecins et que j'ai pu à plusieurs reprises aller avec eux sur des situations. Alors, j'ai envie de dire que les médecins mobilisent le référent handicap. Bon, au-delà des questions de financement par le FIP, bien évidemment, quand il y a une problématique qui va au-delà de la simple
simple, problématique de santé, c'est-à-dire quand il y a un rôle de médiateur souhaité entre la posture du médecin qui est souvent considérée par les petites collectivités, enfin toutes les collectivités qui n'ont pas forcément de grands moyens, où le médecin est toujours a priori du côté de l'agent plutôt que du côté de la collectivité et qu'il ne maîtrise pas toutes les contraintes que peuvent rencontrer les collectivités, notamment financières, mais aussi organisationnelles, parce que les prescriptions des médecins, le fait de prescrire un temps de travail inférieur, des aménagements de poste, à certains moments, la collectivité n'est pas en capacité d'absorber cet aménagement qui serait souhaitable, que la collectivité peut comprendre, mais que voilà, elle ne peut pas mettre en œuvre non plus. Donc le référent handicap peut avoir à certains moments ce rôle de médiateur aussi pour essayer de faire avancer tout le monde au mieux des intérêts de l'agent, mais en prenant en compte les difficultés que rencontrent les collectivités pour plein de raisons dans des plus petites collectivités. Donc ça, c'est un accompagnement qui peut être fait. On a aussi un accompagnement, on a des conseillers en orientation et en évolution professionnelle qui peuvent proposer ces prestations individuellement. On a un dispositif qu'on évoquera peut-être tout à l'heure qui existe sur tous les pays de la Loire qu'on appelle le STEP, Santé au travail et évolution professionnelle, qui a été mise en place conjointement dans tous les CDG de la région avec le CNFPT, qui est en fait un dispositif de formation qui permet aux agents de travailler à leur évolution professionnelle. Donc ça, c'est un outil en termes de prise en charge qui est intéressant parce qu'il permet surtout aux agents de conduire eux-mêmes une réflexion sur vers quoi je vais pouvoir évoluer et quels seront ensuite les moyens que va pouvoir offrir la collectivité en termes de formation, d'aménagement, de poste, et puis de trouver idéalement une solution. Mais voilà, là on est déjà un petit peu plus loin dans les moyens qui vont permettre de régler les choses, mais en termes de signalement et détection, effectivement, collectivité, médecine et tous les services annexes que nous on peut proposer où les collègues travaillent conjointement en pluridisciplinarité pour pouvoir alerter sur une situation difficile. Une question complémentaire, Isabelle. Muriel Elie nous dit, est-ce que les prestations CDG sont payantes? Quelles sont les conditions pour accéder à vos prestations? Alors là encore, différence d'un CDG à l'autre, une prestation qui existe ou qui n'existe pas. Nous, l'accompagnement individuel est payant, sauf pour les agents qui sont en situation, les BOTH, donc tous les RQTH, mais aussi les agents déclarés inaptes ou en reclassement par les instances médicales, puisque effectivement, derrière ça, il y a la prise en charge possible par le FIP de ces prestations en termes d'accompagnement individuel, puisque le CDG 44 a conventionné avec le FIP. Alors aujourd'hui, ça nous permet d'avoir cette grande générosité financière sur l'accompagnement. Merci beaucoup Isabelle. On va essayer d'avancer parce qu'il y a pas mal de questions autour d'eux. Alors, quels sont tous les acteurs? Justement, c'est l'objet de ce webinaire, de ne pas rentrer trop dans le détail, mais de vous renvoyer éventuellement ensuite à des fiches que vous trouverez sur différents sites ou différents supports qu'on a pu travailler, mais d'essayer de comprendre quelle est la toile de fond sur lequel vous pouvez jouer, vous, quand vous êtes en train d'accompagner une situation de maintien dans l'emploi. Donc, je vous propose de continuer avec la deuxième étape, celle du signalement, dont on a compris évidemment que le CDG continue à être mobilisé là-dessus, mais d'élargir un peu le spectre des différents acteurs. Alors, vous avez vu qu'on a organisé les 5 étapes autour de les acteurs internes, les acteurs de droit commun, les acteurs du spécifique. Donc, je vous propose maintenant, sur le signalement, de découvrir. Alors, évidemment, on a parlé tout à l'heure du rôle des médecins traitants, hôpital, etc., qui rentrent en ligne de compte, bien sûr, dans les acteurs du droit commun, comme le centre de gestion, mais de découvrir un peu plus, même si vous les connaissez bien, et puis que vous êtes d'ailleurs nombreux à être vous-même représentants de Cap Emploi. Le premier acteur dans cette première graduation, entre guillemets, du spécifique, que sont les Cap Emploi et le rôle qu'ils peuvent jouer en matière dans l'emploi. Alors, vous savez tous, évidemment, que Cap Emploi et SAMED se sont rapprochés il y a quelques temps et qu'aujourd'hui, l'appellation est identique, même si elle risque peut-être de bouger s'il y a un rapprochement avec Pôle emploi d'ici peu. Mais au sein du Cap Emploi, il y a bien un service
maintien, avec l'idée justement que de la demande d'emploi au maintien dans l'emploi, parfois, en tout cas pour le privé, il peut y avoir un pas qui est vite franchi et que c'était intéressant que les uns et les autres cohabitent. Voilà, donc avec nous, pour le Cap Emploi, nous avons Delphine Lacepte qui vient du Cap Emploi 49. Je vais juste remercier du coup Isabelle, merci beaucoup Isabelle pour ta présence avec nous. Isabelle qui reste connectée, peut-être qui interviendra, qui pourra revenir sur scène plus tard si jamais vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Merci Isabelle et puis à tout à l'heure. Et on va faire en effet intervenir Delphine Lacepte du Cap Emploi 49 qui intervient beaucoup sur la fonction publique. Et donc qui va pouvoir nous apporter notamment quelques exemples. Je lui envoie une invitation tout de suite. Ouais. Je pensais qu'elle était déjà en train de monter sur scène. Alors, si Delphine m'entend, les questions que j'aurais à te poser, Delphine, sont pour un… Alors, ça y est. Est-ce que tu m'entends, Delphine ? Oui, très bien. Bonjour. La question que je souhaitais peut-être en première instance auquel tu répondes, c'est pour un employeur public, à quel moment il commence à se tourner vers un Cap Emploi? Alors, en matière de maintien dans l'emploi. En général, donc on a vu évoluer donc les demandes, c'est-à-dire que en général, ils nous font appel ces dernières années quand ils ont déjà beaucoup travaillé en interne avec la personne. C'est vraiment en fait quand en interne ils arrivent au bout de ce qu'ils peuvent proposer qu'ils nous font appel. D'accord. Voilà. Ok. Comment on était dans les deux premières phases sur la détection et le signalement? Quels sont les bons conseils pour essayer d'anticiper les ruptures professionnelles, enfin la prévention de la désinsertion professionnelle, comme disent certains, mais là c'est plus dans le reclassement, mais même au début pour détecter et éviter qu'à un moment donné une situation médicale se dégrade? Alors, l'idéal, c'est quand la personne n'est pas en fin de droit. Parce que la difficulté qu'on peut avoir, c'est quand les employeurs publics nous contactent, que la personne est en fin de droit et qu'il faut qu'on mobilise des interventions, des aides ou des prestataires et qu'on sait que, par exemple, une personne qui est en arrêt depuis plus de 2 ans, il nous reste quelques mois avant la fin de droit et là, c'est compliqué. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête quand on nous contacte, c'est que nous, l'accompagnement peut, entre le moment où on nous fait un signalement et la mise en place d'action, il y a toute une partie, toute une phase d'analyse de la demande, de la compréhension de la situation qui prend quand même du temps. Parce qu'il faut qu'on ait quand même une phase d'analyse auprès de la personne, mais également au sein de l'établissement pour bien comprendre l'environnement, pour bien comprendre effectivement quelles sont les demandes, les attentes de chacun. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Donc c'est important en fait que que la personne soit pas quand même en fin de droit pour qu'on puisse avoir ce temps-là. Mais en général, malheureusement, on a beaucoup de situations où voilà, il faut on intervienne dans l'urgence. D'accord. C'est la raison pour laquelle on a voulu positionner Cap Emploi dans le signalement, là où on l'attendrait plutôt dans l'état des lieux, la prise en charge, ce qui est aussi d'ailleurs le cas, le Cap Emploi intervient là-dessus, enfin en tout cas sur ces étapes-là, mais parce que c'est important effectivement que vous soyez sollicité le plus rapidement possible. Alors, qui en général enfin en tout cas signale au Cap Emploi qu'il y a un problème? C'est le médecin de prévention, c'est le correspondant handicap? Alors, ça peut être, en général, c'est le médecin de prévention. Après, nous, on a la chance dans le 49 de travailler beaucoup en réseau. Donc, on a aussi beaucoup de demandes de la part de correspondants handicap. Ça peut être aussi des personnes en interne, soit des RH ou des gestes qui nous connaissent aussi, qui peuvent faire le signalement. On travaille aussi beaucoup avec le centre de gestion du 49. Voilà. En majorité, c'est le médecin de prévention, mais ça peut très bien être d'autres référents en interne des établissements.
Alors, sur les autres étapes, le Cap Emploi a un rôle de coordination. On a dit que c'était le premier cadre du spécifique, mais qui est très généraliste. En fait, votre rôle, c'est presque un rôle d'aiguillage, enfin de compréhension de la problématique de façon à aiguiller le mieux possible, avec différents dispositifs dont on a dit qu'ils étaient pour la plupart prescrits par Cap Emploi. Comment ça se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez comme écosystème à votre disposition chez Cap Emploi pour pouvoir faire mieux comprendre la problématique et la faire avancer, c'est-à-dire trouver des réponses de maintien? Alors, donc, comme j'expliquais, donc quand on a un signalement, nous on a d'abord donc un premier rendez-vous avec l'agent pour comprendre la situation. On a un second temps d'échange avec l'établissement. À partir de là, on va en fait proposer donc des actions. Donc ça peut très bien être donc l'intervention de prestataires en fonction de la situation de santé. Donc on parlait tout à l'heure des PASS. Effectivement, on peut les solliciter, que ce soit pour la déficience intellectuelle, la déficience psychique, auditive, visuelle, cognitive, etc. On travaille aussi beaucoup avec les centres de gestion, puisqu'on peut, en cas de situation où ça nécessite un reclassement, orienter vers les STEP. Oui. N'hésite pas à bien mettre ton micro parce que parfois on entend. Pardon. Merci. Du coup, centre de gestion, on travaille beaucoup aussi avec eux pour orienter vers les dispositifs STEP. Donc on en parlait tout à l'heure, c'est le CNFPT qui propose une formation santé, travail, évolution professionnelle. On oriente aussi pour ce que vous présenterez tout à l'heure, le dispositif de l'emploi accompagné, donc qui est un dispositif de la MDA. Donc voilà. Et vous m'entendez mieux? Oui. Vous m'entendez mieux? C'est bon, moi ça va. Voilà. Je voyais Irène Manteau, donc on intervient dans toutes les fonctions publiques. Donc les trois, État, territorial et fonction publique hospitalière. Et tout le monde peut nous faire un signalement. Voilà. Donc nous, en fait, on travaille beaucoup, effectivement, aussi avec les services sociaux. C'est important aussi, puisque donc on est souvent en lien aussi avec les assistantes sociales ou assistants sociaux. Ça, c'est important parce que on fait le lien aussi avec la situation de la personne. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, parfait. Alors, il y a pas mal d'interventions sur le MDA, j'allais le faire, mais je ne voulais pas m'arrêter sur tous les mots. Effectivement, certains territoires ont décidé d'appeler les maisons de l'autonomie plutôt que la MDPH, mais globalement, c'est la même chose. Oui, on travaille beaucoup avec eux aussi, ce qui est très important en fait. Et on travaille aussi avec la sécurité sociale, la CPM, puisque dans la fonction publique, il y a aussi les agents qui ont les agents IRCANTEC. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des PSOP. Alors, je ne sais pas si j'anticipe une question, mais il faut savoir que les PSOP, elles sont financées autant par la GEFIP que la Sécurité sociale. Et nous, dans le 49, les assistantes sociales aussi peuvent être prescriptrices des PSOP. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être en quoi consiste une PSOP pour ceux qui découvrent? Alors, la PSOP, donc on va la prescrire quand on est dans une situation où on se pose la question d'une reconversion. C'est-à-dire que la PSOP, donc c'est une prestation spécifique d'orientation professionnelle. C'est pas tellement un bilan de compétences, mais c'est un accompagnement personnalisé auprès d'un bénéficiaire de l'obligation de l'emploi qui a effectivement pour objectif de l'accompagner dans la définition d'un nouveau projet professionnel en lien avec sa situation de santé. C'est-à-dire qu'on va plutôt prescrire ou orienter vers une PSOP par rapport à un bilan de compétences dans le sens où ça a vraiment le lien avec la situation de santé. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je pense que ça sera utile. Merci beaucoup Delphine. On va passer maintenant sur l'étape suivante. Et donc, voilà, on te fait disparaître Delphine de l'écran. On avait
pour faire rentrer pour faire rentrer ensuite nos interlocuteurs que nous allons voir en œuvre justement dans cette troisième étape qui est l'étape d'état des lieux. Ouais, Jérôme, on avait juste une question entre-temps que je pense qui est intéressante pour vous deux, de Stéphanie Dumont qui nous demande les dispositifs mobilisés pendant le congé maladie de l'agent, qui donne son accord sur la possibilité de le faire pendant l'arrêt. Donc voilà, sur la question, hein, c'est souvent une question qui se pose, quelles interactions on peut avoir avec l'agent pendant son arrêt. Donc je ne sais pas si vous avez des réponses à ce sujet-là. Tiffaine, peux-tu répéter la question? Oui. Dispositif pendant l'arrêt, c'est-à-dire en termes de formation, en termes d'accompagnement, ou si on peut nous faire intervenir pendant l'arrêt, ça, pas de souci. Voilà, tout ça, Stéphanie Dumont ne précise pas de quel dispositif il s'agit, parce que voilà, la question est remontée dans le chat. Hein, je pense que c'est un des dispositifs qu'on a pu mentionner. Alors, je ne sais pas si c'était que ce soit les PSOP, les passes, etc. Mais donc, je ne sais pas de quel dispositif il s'agit exactement. Mais... Je vais répondre à deux questions du coup. Je rebondis aussi à Nathalie Normand par rapport à quand il n'y a pas de médecin de prévention. Il y a les médecins agréés. Il y a la possibilité de faire appel aux médecins agréés pour pallier au manque de médecins de prévention. Moi, j'interviens beaucoup auprès d'établissements qui n'ont pas de médecin de prévention. Ça ne nous ralentit pas dans nos démarches. Concernant Stéphanie, par rapport au dispositif quand un agent est en arrêt, le dispositif STEP c'en est un. Nous, c'est en région Pays de la Loire. On a la possibilité pour des agents qui sont en arrêt maladie professionnelle ou en congé longue maladie, ou même en congé grave maladie, de les positionner dans le dispositif STEP. Le fait d'avoir un agent en arrêt nous permet également des fois d'organiser des stages. Ça, par contre, c'est bien au cas par cas. C'est-à-dire que dans le maintien, on est bien dans du sur-mesure. Donc après, c'est vraiment en fonction des situations. Pour les prestations PASS, nous, on les prescrit même si l'agent il est en arrêt. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai bien répondu à sa question? Voilà, et on a une dernière question d'Isabelle Hugo qui nous demande un agent en arrêt maladie peut-il bénéficier d'un bilan de compétences? Mais ça dépasse. Alors ça, c'est pareil, c'est au cas par cas. Mais moi, j'ai des situations où effectivement, des agents qui sont en arrêt font des bilans de compétences. Après, c'est au regard de la collectivité, au regard de la fonction publique. Ça, je ne peux pas répondre sur une... J'ai pas une réponse collective. Là, on va être vraiment sur une réponse au cas par cas. Voilà. Bien sûr, merci beaucoup Delphine. Et puis on reviendra de toute façon également sur la période de préparation au reclassement, notamment qu'a mentionné tout à l'heure Jérôme. Donc voilà, on reviendra peut-être plus en détail. Et dernière chose, pour les médecins agréés, vous avez normalement des listes sur le site de l'ARS. Super, merci. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. De rien. Merci en tout cas beaucoup pour ta présence et ton intervention. Merci beaucoup. Isabelle, on t'invite à rester connecté éventuellement si les autres participants ont d'autres questions. Et puis on reviendra à toi peut-être en fin de séquence. Merci beaucoup Delphine. De rien. À tout à l'heure. Hop. Alors, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui, du coup, Jérôme, tu avais commencé à embrayer, hein, excuse-moi d'avoir repris Delphine, mais je profitais des questions super pertinentes qui nous étaient posées. Et nous enchaînons donc avec cette troisième étape d'état des lieux. Et là, on voit la liste des acteurs s'étoffer un petit peu. Alors, vous l'avez compris, on a un petit peu anticipé la question des acteurs et des dispositifs dans cette étape d'état des lieux, puisque on s'aperçoit que voilà, dans la représentation qu'on a voulu faire, c'est important de mettre l'accent sur le fait qu'il y avait bien un temps de détection, un temps de signalement, un temps d'état des lieux, mais en fait, ça peut aller très très vite et on peut très rapidement arriver sur l'état des lieux. L'état des lieux, c'est justement ces fameux bilans qui sont faits aussi bien sur le plan médical que sur le plan professionnel. Quelles sont les contraintes de cette nouvelle pathologie, cette nouvelle difficulté par rapport au poste tel qu'il est indiqué. Je vous rappelle qu'on est aussi aujourd'hui dans une logique entre guillemets inclusive, c'est-à-dire qui consiste à comprendre au moins autant en quoi l'organisation du travail est elle-même productrice entre guillemets d'une situation de handicap possible pour un certain nombre de personnes qui ne jouissent pas de toutes les facultés. Donc ça, c'est évidemment à prendre en compte évidemment dans les éléments d'état des lieux. Alors on rajoute aux acteurs internes toute
toute la mise en place, notamment par les RH, mais dans lesquels les correspondants handicap, conseillers mobilité, carrière, etc., et autres acteurs médicaux sont mobilisés voilà, cette période de préparatoire au placement quand, en fait, l'arrêt de travail est lié, par exemple, à un accident, voilà, que ce soit un accident externe ou voire un accident interne, ça peut être un AVC, ça peut être un accident de la route. Voilà, on voit apparaître aussi d'autres acteurs comme les centres comètes qui peuvent jouer un rôle important, qui sont même prescripteurs d'ailleurs d'un certain nombre de dispositifs. Mais cette PPR, elle se met en œuvre a priori quand on pense que la personne ne sera plus apte à son poste, mais qu'elle a une aptitude qui peut lui permettre d'aller faire quelque chose d'autre. En premier lieu, avec cette quête-là au sein du même employeur public, mais si c'est pas possible, évidemment, avec d'autres portes de sortie possibles qui sont des portes de sortie, notamment via la mobilité interfonction publique ou pas d'ailleurs, enfin hors fonction publique si nécessaire. Donc dans le droit commun, on a toujours notre médecin traitant, les centres de gestion, les centres de bilan qu'on peut rajouter, centre comète. Donc centre comète, c'est vraiment l'initiative d'un certain nombre d'hôpitaux qui traitaient des grands blessés de la route, notamment traumatismes crâniens, etc. Et puis d'ailleurs, enfin avec amputation, qui demandaient une convalescence relativement longue, et qui petit à petit se sont rendus compte que la période de convalescence était accélérée quand la personne était capable de se projeter dans un environnement professionnel à venir. Quand c'était pas le cas, au contraire, il y avait une forme de dérive et de convalescence plus compliquée. Voilà, donc ces centres hospitaliers se sont dotés, donc souvent de médecine nucléaire, se sont dotés de personnes, enfin d'accompagnateurs sociaux dans un premier temps pour comprendre où en était la personne. Il y avait la question du deuil, de la période de deuil, mais aussi se sont dotés petit à petit de conseillers professionnels qui ont pu faire un travail d'accompagnement pendant le traitement avec ces personnes. Donc ces centres comètes, quand vous avez un agent qui a eu un accident important et qui est récupéré dans un centre comète, sachez que c'est un partenaire important puisque lui-même va faire tout un travail de bilan et le bilan bien sûr va être très poussé sur le plan médical, mais aussi bien sur le plan social et sur le plan on va dire de l'orientation professionnelle, même si d'ailleurs cette orientation professionnelle va se faire très en lien avec d'autres acteurs et puis bien sûr l'employeur public en premier lieu. Voilà, on a parlé bien sûr du conseil en évolution professionnelle qu'on retrouve en quelque sorte dans le droit commun, sauf pour Cap Emploi quand il s'agit déjà de personnes en situation de handicap, mais on aurait pu imaginer qu'on les retrouvait. Alors c'était moins le cas du maintien dans l'emploi, donc on va un peu l'oublier. Et puis le comité médical et la commission de réforme qui vont donner un avis, statuer sur l'inaptitude en fonction de ce qui lui est présenté dans le dossier, en faisant venir un certain nombre de spécialistes au sein de ces deux comités. Alors dans le spécifique, on a parlé des MDPH ou MDA selon les appellations que vous leur donnez. Donc évidemment, eux sont là pour prendre en compte les nouveaux besoins en termes de compensation, mais aussi orienter sur des formations quand nécessaire. Et quand c'est pas orienté sur des formations, c'est évidemment délivrer cette fameuse RQTH, souvent le sésame, pour permettre notamment à l'employeur de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'actions et mobiliser en particulier le FIP, même si le FIP n'est pas mobilisé uniquement dans tous les cas de figure seulement avec la RQTH. Ensuite vous avez oui pardon merci, ça me permet de le suivre. Ensuite vous avez donc les différents dispositifs qui ne sont pas des acteurs sauf les EPAST, sauf que derrière les EPAST on va avoir en fait des ergonomes, on va avoir des personnes qui sont des spécialistes des aménagements et des mesures compensatoires qu'il va falloir des mesures compensatoires, en tout cas des aménagements de poste qu'il va falloir mettre en œuvre. Et puis vous avez également les centres de rééducation professionnelle auxquels on pense peu souvent et qui sont extrêmement intéressants. Alors à ce titre-là, dans le cadre de l'état des lieux, via notamment les services de préorientation qu'ils mettent en œuvre. Le gros avantage de ces CRP, donc centres de rééducation professionnelle ou de réorientation professionnelle, ils peuvent avoir ces deux appellations, c'est qu'ils ont aussi des plateaux techniques, puisqu'ils sont centres de formation
formation qui sont susceptibles de pouvoir constituer des espaces dans lesquels on va permettre à la personne de se confronter en fait à la réalité d'un nouveau métier, notamment dans les gestes, dans la fatigabilité, voilà, dans la capacité de la personne globalement à pouvoir intervenir. Ces centres de rééducation professionnelle ou ces CRP ne sont pas en fait accessibles immédiatement comme cela, et notamment c'est pas une prescription de Cap Emploi. C'est la FAGER donc qui a organisé ces centres qui se situent un peu partout en France et sont en revanche mobilisables via notamment la MDPH qui peut permettre via une ORP, ce qu'on appelle l'orientation professionnelle, de pouvoir solliciter en fait ces CRP. Voilà, ces centres de réorientation professionnelle. Il peut y avoir des cas d'exception, notamment quand ces CRP mettent à disposition des outils via notamment des employeurs conventionnés ou via des prestations qui sont organisées ainsi. Alors je vous propose, puisque certains d'entre vous disent je ne vois pas ce que c'est, que je connaissais pas les CRP, je connaissais pas ce que c'était qu'un centre Comète, de découvrir deux films qui vont nous en dire un peu plus. Un premier film qui avait été tourné avec Sophie Rétière lors d'une réunion des correspondants handicap à Nantes et qui va nous présenter le CRP de la Tourmaline en quelques minutes, en tout cas pour les principales articulations du CRP et son offre de service. Et puis nous passerons ensuite avec un film tourné, financé par le FIP sur le centre Comète et qui va vous en dire un peu plus. Absolument. Sophie Rétière, vous représentez le CRP de la Tourmaline. Mais c'est quoi un CRP? Un CRP, c'est un centre de réadaptation professionnelle. Donc c'est un réseau d'à peu près 150 établissements à la fois en métropole et certains organismes en dom-tom. Ce sont des établissements médico-sociaux. Ces établissements reçoivent des personnes en situation de handicap qui ont obtenu de la MDPH, des maisons départementales pour les personnes en situation de handicap, une reconnaissance travailleur handicapé, ce qu'on appelle une RQTH, ainsi qu'une orientation professionnelle. Donc les personnes en situation de handicap ont déposé un dossier au MDPH dans chaque département pour demander une reconversion professionnelle pour la plupart, suite à un accident de la vie qui peut être une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, etc. Donc nous accueillons exclusivement des personnes en situation de handicap. Ce sont des organismes, enfin des centres qui font à la fois de l'accompagnement, du conseil et de la formation, ainsi que des évaluations, des positionnements, etc. Donc nous accueillons des personnes et tout type de handicap, y compris le handicap psychique, et nous accompagnons les personnes par rapport à leur projet de vie qu'ils ont déposé sur leur dossier d'orientation de la MDPH. Donc nous avons plusieurs dispositifs, à la fois des dispositifs d'élaboration de projets professionnels. Il y a des personnes qui arrivent et qui n'ont aucune idée de ce que les contraintes et les limites de leur handicap peuvent, quel est le projet de reconversion possible. Donc ce sont ce qu'on appelle nous des préorientations. Ce sont des dispositifs courts de 3 mois. De 12 semaines et qui permettent à la personne d'élaborer un projet de reconversion, de le confirmer ou d'infirmer le projet avec lequel elles sont arrivées. Quels sont les métiers qui sont représentés dans les CRP? Chaque CRP a ses spécificités en fonction, j'allais dire, des métiers ou des secteurs d'activité en tension dans les départements ou dans les régions. Sur le CRP La Tourmaline, nous sommes prioritairement sur le secteur tertiaire et secteur du bâtiment. Donc nous avons 7 formations qualifiantes. Toutes nos formations aboutissent à l'obtention d'un titre RNCP, qui sont inscrits au répertoire national des titres et des certifications de niveau 4, alors niveau bac, ou niveau 5, niveau CAP, BEP. Voilà. Donc nous avons déjà accompagné des agents
qui ont fait à la fois une élaboration de projet avec des mises en situation dans des services, puisque l'objectif, c'est que cette personne, elle soit en capacité de tenir un poste qui va être adapté à ses contraintes et à ses limites. Est-ce que vous accueillez également des agents relevant de la fonction publique ? Aujourd'hui, en fonction des centres de réadaptation professionnelle, certains ont ouvert aux agents de la fonction publique, quelle qu'elle soit. Alors, sur le CRP de la Tourmaline, par exemple, nous avons des conventions avec des établissements de la fonction publique, et nous travaillons en étroite collaboration avec les référents handicap pour, en amont de l'entrée, travailler justement ce projet et soit leur proposer une élaboration de projet, soit un diagnostic et une évaluation, soit une remise à niveau, ou soit tout ou partie d'une formation qualifiante. Je suis référent handicap et j'ai une problématique que j'aimerais bien résoudre avec un de mes agents qui pourrait effectivement être intéressé par vos services. Quelle est la procédure qu'il faut que je suive ? Nous rencontrer, venir nous voir et voir comment on peut être à la fois sur un accompagnement dans la durée, analyser les besoins de la personne et être en conformité avec les attentes des services qui peuvent accueillir ces personnes, d'abord en stage, dans différents services pour évaluer eh bien, les intérêts, les attentes et puis la faisabilité d'un poste dans les services qui sont repérés par le référent handicap ou par les services RH des établissements de fonction publique. Et puis ensuite, nous construisons le parcours dans la durée ou par étapes en fonction des besoins de la personne. Ça passe toujours par des entretiens, bien évidemment, et une information auprès de l'agent, puisque c'est l'agent qui, lui, va être acteur de ce parcours, et il faut qu'il soit d'accord pour ce parcours de reconversion et de formation si besoin. Les CRP sont-ils territorialisés ou est-ce que vous adressez à toutes les personnes France entière ? Nous accueillons voilà, toute personne de la région, voire de régions autres que celles des Pays de la Loire, puisque nous avons aussi possibilité d'hébergement sur site. Mais on se rend compte que majoritairement, on s'adresse aux personnes qui sont dans le département, ou voire les départements limitrophes. Le fait d'avoir près de 150 établissements, c'est aussi permettre que les établissements puissent se référer au CRP, au centre de réadaptation professionnelle, qui est le plus proche de leur localisation. Alors, c'était une vidéo qui a été... Je ne sais pas si tu parles, Tiffaine, mais on ne t'entend plus. Je prends peut-être le relais au cas où vous m'entendriez. Voilà, juste pour vous rajouter malgré tout que on n'a pas fait le tour de tous les acteurs ou les actions, enfin ou les prestations qui étaient susceptibles de pouvoir être mobilisées dans cette phase d'état des lieux. On a évoqué, on entendra parler tout à l'heure beaucoup plus, puisque nous aurons la présence de Carole Gallet qui nous dira comment ça fonctionne, mais les prestations d'appui spécifiques, évidemment, sont mobilisables aussi pour approfondir la compréhension qu'on a de la problématique et du coup, évidemment, commencer à travailler sur le plan d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait comme outil, qu'est-ce qu'il faudrait comme organisation, qu'est-ce qu'il faudrait comme mesures adaptatoires, etc. On va passer assez rapidement le film sur les centres Comet. Je voudrais juste vous dire en deux mots qu'il ne faut pas oublier également les entreprises adaptées et les ESAT qui sont susceptibles d'être des lieux très intéressants pour aller tester voilà, tel ou tel métier dans le cadre d'une mise à disposition, dans le cadre d'une orientation qui pourrait être donnée par la MDPH si à un moment donné il faut faire une parenthèse. Ces entreprises adaptées sont aussi des lieux de sourcing évidemment quand on est en recherche pourquoi pas de candidats, mais peuvent aussi être utilisées évidemment dans le cadre de tests sur du maintien dans l'emploi.
Absolument. Merci Jérôme pour cette précision. Et pour boucler sur les CRP, je réponds juste à la question de Laetitia Maury. Il y a eu une partie de la réponse dans la vidéo, mais en effet, il y a d'autres CRP qui existent en France et qui sont réunis via la FAGER notamment. Vous pourrez consulter le site internet, je vous le mets dans le chat. Il y a tout un ensemble de formations, mais c'est à condition que les personnes aient une mobilité. Mais en tout cas, ce que disait notre intervenante Sophie Rétière, c'est qu'on pouvait en effet bouger d'un CRP à l'autre en France entière. Donc voilà, je vous ai mis, Anne-Marie Gomez avait mis avant moi le site de la FAGER, voilà, qui réunit les différents CRP de France. Et donc on passe en effet, comme l'annonçait Jérôme, à une petite vidéo de présentation des centres Comète. Il y avait pas mal de questions là-dessus. Donc vous allez découvrir en images le centre Comète et notamment celui de Kerpap dans le Morbihan. Et je salue tous les Morbihanais qui sont connectés. Je suis Martine Rahal, je suis agente du patrimoine qualifié. Je m'occupe de la facturation, des commandes de livres, de la réception, du rangement des documents en rayon et de l'accueil. Depuis toute petite, j'ai eu des problèmes de santé. Je n'ai pas marché avant l'âge de 10 ans. Je suis une personne qui a besoin d'aller travailler, rien que pour mon moral. Madame Rahal, c'est le médecin du travail, au départ, qui l'a adressé en fait au centre de Kerpap, parce que son état de santé se dégradait. Donc elle est venue en soins pendant 4 semaines dans notre établissement. Au début, j'ai cru que j'allais perdre plein de choses de ce que je faisais. Je me suis dit, oh non, j'aurais mieux fait de demander à personne de venir voir. Beaucoup de personnes qui arrivent après un accident, une maladie professionnelle, etc., qui ont beaucoup de questions sur est-ce qu'il peut me licencier, comment ça va se passer, mon retour, j'ai perdu une certaine capacité de travail, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'accompagner? Donc on est là pour déjà répondre et puis après pour les accompagner dans cette démarche-là. Donc leur faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment, faire les bons dossiers et puis aller dans leur entreprise, sensibiliser les employeurs, faire une étude en ergonomie, montrer quelles sont leurs difficultés dans leur poste et puis dire que c'est peut-être possible d'aménager le poste de travail, qu'on peut avoir des aides financières pour que le retour au maintien dans l'emploi se passe dans les meilleures conditions possibles pour eux, quoi. Sans le commettre, je crois que la collectivité n'aurait pas eu les moyens de le faire complètement comme ça. Moi, j'ai une certaine connaissance en ergonomie, mais j'ai pas toutes les compétences. Donc, le fait de pouvoir travailler avec un professionnel, avec tous les outils qu'ils peuvent mettre en place, je pense que c'est une vraie opportunité. Donc, pour moi, c'est tout gagnant aussi. Puis bon, ils ont quand même renouvelé mon dossier à la Cotorève. Ils m'ont parlé aussi pour une voiture automatique. Ils ont demandé aussi que je puisse avoir la carte d'invalidité parce que je ne l'ai pas. C'est vraiment une démarche pluridisciplinaire dans toutes les dimensions, aussi bien au niveau social avec des assistantes sociales qui sont là pour étudier les droits sociaux, au niveau de l'habitat. Pour l'aménagement du domicile, il faut que les personnes puissent rentrer chez elles, qu'ils puissent se doucher par exemple. Donc il faut vraiment que le logement soit accessible, il faut que le véhicule soit accessible aussi. Donc on a une auto-école pour permettre de régulariser le permis de conduire ou que le véhicule soit aménagé. Donc on est là pour les accompagner dans toutes ces dimensions et de manière active et de manière la plus précocement possible, dans la mesure où on sait très bien qu'une personne qui va rester en arrêt relativement longtemps aura plus de difficultés à revenir après dans son travail. Voilà, je vous propose qu'on poursuive, qu'on aille un peu plus loin. Le temps passe rapidement, notamment à partir de cette étape de prise en charge. Alors, la prise en charge suppose qu'il y ait eu effectivement un état des lieux, qu'on se soit mis à peu près d'accord sur un plan d'action et qu'on ait aussi identifié quels sont les acteurs à mobiliser. Et donc, vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Alors, pendant l'arrêt de travail, il y a eu pas mal de questions là-dessus. Bien sûr qu'il y a depuis notamment la PPR, mais aussi, ça fait déjà quelques années, il y avait des assurances particulières qui couvraient via notamment les centres de gestion. Il y a une utilité à pouvoir mobiliser la personne
pendant l'arrêt de travail. C'est pas une obligation pour autant. La convalescence prime bien sûr quand elle est voilà la condition nécessaire pour que la personne puisse avancer. Hein. Il ne s'agit pas de remplir complètement comme en période de confinement entre guillemets l'agenda d'une personne qui serait en convalescence, mais pour éviter que cette personne rentre dans une logique, on va dire, de désinsertion professionnelle, il est très utile évidemment de mobiliser certains acteurs. Alors pour les acteurs du droit commun, on va retrouver pour la fonction publique hospitalière la NFH qui va pouvoir mobiliser un certain nombre de formations, le CNFPT pour la fonction publique territoriale, etc. Quelques organismes de formation CFA, notamment dans les logiques de bilan. On a bien sûr d'autres établissements de la fonction publique qui vont pouvoir être mobilisés, alors non pas pour pouvoir les accueillir immédiatement dans l'état des lieux, mais en prise en charge, en tout cas sur des sujets par exemple de mobilité interfonction publique. Vous savez qu'on a dans plusieurs territoires essayé de mettre en œuvre ces démarches qui fonctionnent, qui existent, même si elles ne se sont pas reproduites beaucoup, mais ça peut être l'occasion aussi d'aller découvrir d'autres postes. Et puis évidemment après toutes les orientations qui vont pouvoir être prises, notamment dans la prise en charge avec le financement de l'ARS et via le dispositif d'emploi accompagné dont on parlera un peu plus tard. Et puis dans le spécifique, on retrouve bien sûr le Cap Emploi, la MDPH qui va être un incontournable à un moment donné s'il faut mettre en œuvre un certain nombre d'actions, notamment d'aménagement de postes, de compensation, d'obtention de RQTH, etc. Et les fameuses prestations d'appui spécifiques. Alors, est-ce que tu peux déjà essayer de faire monter Carole, s'il te plaît, pendant que je continue, parce qu'après on a toujours un petit temps de retour. Carole est déconnectée pour le moment. Je crois que j'ai entendu avec Elodie qu'elle avait des problèmes de connexion. Donc voilà, on essaie de faire venir, on vous l'avait promis, notre prestataire d'appui spécifique et on fait tout ce qui est possible niveau technique. Mais voilà, la période un peu délicate qu'on connaît en ce moment rend pas évident toutes ces questions techniques. Donc voilà, on fait notre possible pour faire venir Carole, mais pour l'instant, c'est pas possible. Alors, je vous propose du coup de continuer avant qu'elle n'arrive. Si ce n'est pas le cas, je dirai quelques mots sur les prestations d'appui spécifiques. Elles sont… C'est bon, je la vois connectée. Je fais une nouvelle tentative. D'accord. Juste quelques mots supplémentaires. Alors sur la période de prise en charge, évidemment la mobilisation des financements va être importante et pour vous, fonction publique, c'est le FIP qui va être l'interlocuteur premier, même si d'autres comme les MDPH qu'on a déjà évoqués vont être des lieux de prescription pour des financements, notamment dans le cadre du dispositif emploi accompagné qui est financé par l'ARS, mais sur prescription de la MDPH. Est-ce que nous avons de nouveau Carole? Alors, Carole, a priori, je ne sais pas si vous nous entendez, mais le débit ne serait pas assez suffisant. En fait, je ne peux pas vous faire monter sur scène. Donc, voilà, je continue les tentatives, mais je te laisse poursuivre, Jean. Voilà, je vous propose qu'on fasse peut-être un zoom sur le dispositif d'emploi accompagné et notamment sur le suivi. On reviendra tout à l'heure sur le droit commun. Dans la dernière étape, évidemment, une fois qu'on a défini le plan d'action dans l'état des lieux et puis qu'on l'a mis en œuvre, qu'on a mobilisé un certain nombre d'acteurs, eh bien, il est extrêmement important de pouvoir se préoccuper de ce qu'il se passe après la mise en œuvre et dans le dispositif, en tout cas dans l'objectif du dispositif, ensuite de trouver une certaine pérennité dans son organisation. Alors, c'est là où on voit apparaître d'une manière extrêmement intéressante les dispositifs d'emploi accompagnés. Ces dispositifs ont été mis en œuvre parce qu'on s'est rendu compte que la pression que vivaient un certain nombre de personnes qui, pour X raisons, en fait, avaient perdu confiance en eux, avaient des facultés, notamment sur le plan cognitif, peut-être à un moment donné limitées, qui faisaient qu'il y avait des incompréhensions entre les uns et les autres, avaient du coup nécessité qu'il puisse y avoir une forme de médiation et que ces médiateurs-là, eh bien, soit assez présent, assez régulièrement présent au début, et puis petit à petit, avec l'autonomie grandissante, puisse petit à petit se décrocher. Voilà. Donc nous avons avec nous Bénédicte Buffet. Bonjour à tous. Un peu plus ce que c'est que le dispositif emploi accompagné, et puis surtout, du coup, qui en général, ça vous vient comment, une demande d'un dispositif accompagné, vous qui êtes job coach? Alors, bonjour à tous déjà. Bonjour à tous ceux que je connais. J'en ai vu pas mal là, dans le défilé des personnes qui sont
qui communiquent. Alors, le dispositif d'emploi accompagné, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui est soumis à une notification de la MDA. Donc, les prestataires, en fait, montent un dossier MDA. Le dossier habituel, hein, le fameux gros dossier de 20 pages, monte le dossier MDA et c'est vrai que depuis le 1er avril, le 1er mai de l'année dernière, il y a quand même un volet professionnel plutôt détaillé. Et donc, sur la page 18 du dossier de 20 pages, au niveau de l'orientation professionnelle, il peut y avoir une demande d'emploi accompagné. Voilà, il y a la demande d'orientation professionnelle et une demande d'emploi accompagné. Donc voilà, c'est comme ça que ça arrive, en tout cas en général, hein, aussi bien les agents de la fonction publique que pour le secteur privé. Il est possible aussi, parce que effectivement, enfin, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, aujourd'hui, les instructions de dossier peuvent prendre énormément de temps et parfois certains agents de la fonction publique sont vraiment dans une urgence d'accompagnement. Il est possible aujourd'hui de demander un financement FIPHFP, hein, l'accompagnement sur lieu de travail par un prestataire extérieur, un prestataire externe, qui peut faire le lien entre le moment, enfin, en espérant que le dossier soit accepté, la notification par la MDA, ça peut faire du lien enfin, entre les deux, quand vraiment il y a un besoin d'action urgente. Ok, ça marche. Quels sont en général les liens que vous avez en interne avec les employeurs publics quand vous êtes en posture justement d'accompagnement à l'emploi, de job coach? Alors, le job coach, hein, bien évidemment, est là principalement pour aider l'agent à se maintenir dans son emploi. Mais il est vrai qu'on parlait de pluridisciplinarité tout à l'heure. Il est vrai qu'il y a un lien avec l'employeur qui doit être serein, qui est très, très important. Vous parliez tout à l'heure de médiation. Effectivement, nous, on a un peu aussi un rôle de médiateur au niveau de la fonction publique, enfin, partout d'ailleurs. On est là pour accompagner l'agent, mais aussi pour accompagner l'employeur. Typiquement, le handicap des personnes n'est pas toujours très bien connu. C'est vrai qu'il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir des a priori. Et notre rôle aussi auprès de l'employeur et des collègues, des personnes que nous accompagnons, c'est aussi de faire de la sensibilisation, faire une explication. On ne rentre bien évidemment pas dans les détails médicaux, hein, puisque ça ne regarde personne. Maintenant, expliquer qu'une personne est peut-être en difficulté sur telle chose, ou et dire si elle est en difficulté sur telle chose, voilà ce que vous pouvez faire en tant que collègue, en tant qu'employeur. Enfin voilà, il y a vraiment un rôle de médiation, d'adaptation. Chaque personne a les personnes qu'on accompagne, elles ont des vraies capacités. Maintenant, pour elles, ça peut être difficile de les exprimer, difficile de les mettre en œuvre. Et là, on est là pour un petit peu faire du lien entre tout ça, et auprès de l'employeur et auprès du bénéficiaire. Ça marche. Est-ce qu'il y a une illustration, par exemple, dans la fonction publique d'un job qui aurait bien fonctionné, enfin Ouais. Alors moi j'ai la chance, hein, donc je suis seul emploi accompagnée depuis 3 ans maintenant, et j'accompagne 4-5 personnes de la fonction publique. Je peux vous parler d'un monsieur en fait qui est en grande difficulté. On parle de troubles psychiques. La maladie est arrivée sur le tard et vraiment il y a une problématique de santé qu'il a fallu régler. Et le retour à l'emploi a été très, très difficile. Vous parliez de deuil tout à l'heure pour les personnes, mais il y a aussi le deuil des collègues. C'est-à-dire que les gens reviennent sur leur lieu de travail après un long arrêt maladie et elles sont différentes pour le collectif de travail. Et nous, notre rôle, en fait, c'est d'expliquer que la personne reste la même, qu'effectivement, il y a des choses qui ont changé, mais que tout peut être adapté. Donc, voilà, c'est ça. Ce monsieur est revenu au travail après 2 ans d'arrêt maladie. Tout d'abord, à temps partiel thérapeutique, il y a eu une PAS, alors PPS à l'époque, mais PAS aujourd'hui qui a été mise en place, impulsée par donc Delphine Lacepte, qu'on a vu tout à l'heure de Cap Emploi. Et puis la PAS a vite mis en évidence qu'il y avait besoin d'un soutien sur le lieu de travail. Et c'est là que l'emploi accompagné a été mis en place sur financement du FIP à l'époque. Et donc mon rôle, moi, aujourd'hui, toujours, c'est d'accompagner ce monsieur dans son travail. Donc je l'ai rencontré lui. Puis j'ai rencontré son employeur. Puis j'ai rencontré ses collègues. Alors tout ça en individuel pour essayer de comprendre tout ce qui se passait.
Et tout ça se faisant sur le lieu de travail de la personne. C'est-à-dire que j'accompagne ce monsieur dans son travail. Ce monsieur est peintre et je peins avec lui. Je passe des demi-journées. Alors au début, je passais une demi-journée avec lui et puis au fur et à mesure, un petit peu moins de temps. Et dans le cadre de son travail, alors au début, on est dans une observation, on voit ce qui va pas, les interactions sociales, etc. Et puis même au niveau du poste, ce qui peut poser problème. Et puis, on met des choses en place. J'ai pu j'ai pu avoir plusieurs entretiens téléphoniques, par exemple, avec son psychiatre, parce qu'au niveau du traitement, il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors, on est dans du secret partagé, hein, bien évidemment. Mais voilà, moi, j'ai mon regard sur le lieu de travail que je pouvais exprimer au médecin psychiatre, voir si au niveau des traitements, il y avait des choses qui étaient possibles ou pas, chose que ce monsieur que j'accompagne avait des difficultés à exprimer. Voilà, au niveau social aussi, il pouvait y avoir des difficultés. J'ai pu me mettre en contact avec l'assistante sociale de cette fonction publique qui a pris des relais pour aider ce monsieur. Voilà, ce qui est important, c'est d'être in situ, être sur le lieu de travail de la personne pour vraiment se rendre compte de comment ça se passe pour lui, sur son poste, mais également dans le collectif de travail et auprès de son employeur. Et c'est vrai que c'était une situation qui était très, très, très délicate quand j'ai eu la chance de commencer l'accompagnement. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans, ce monsieur va beaucoup mieux. Le collectif de travail comprend beaucoup mieux les difficultés que peut rencontrer cette personne. Lui est beaucoup plus à l'aise dans son travail. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas eu un seul arrêt de maladie depuis 2 ans, alors qu'avant, ça pouvait arriver. Enfin, voilà, typiquement, très schématiquement, en résumé, comment ça peut se passer. Il y a pas mal de questions qui ont été posées hein, sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif d'emploi accompagné dans les différents départements. De fait, il y a un pilotage qui est fait par un collectif dont l'ARS et certains ont pris le loisir de prioriser, par exemple, les personnes souffrant de handicap psychique ou de handicap cognitif. Voilà, ça a tendance petit à petit à se réguler, à se normaliser. Il y a en tout cas une organisation qui est faite pour mobiliser le dispositif d'emploi accompagné qui se fait un peu dans la logique qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire d'une graduation du droit commun au spécifique, le DEA étant le plus spécifique. Je vous rappelle que nous avions fait un webinaire sur le sujet avec Caroline Dekerl, directrice territoriale du handicap au handicap du FIP, et qui avait fait intervenir un certain nombre de vos collègues, Bénédicte, et qui expliquait comment les choses se mettaient en place. Je pense qu'il est toujours d'actualité. N'hésitez pas à aller sur le site du Handipact Grand Ouest. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Tiffaine? Non, pas spécialement, si ce n'est qu'on avait en effet une question de Cécile Haas dans l'onglet questions qui nous demandait des exemples, mais je pense que Bénédicte a répondu largement. Merci beaucoup. Il y avait une autre question pour vous, Bénédicte. Est-ce que c'est payant? En fait, c'est payant, oui, dans le sens où le prestataire il est bien payé il doit vivre, oui. Mais c'est payé par l'ARS directement via prescription. Absolument. Absolument, c'est ça. Alors, ce que je vous disais, il peut y avoir le financement FIP en attendant que la notification soit délivrée, mais sinon, voilà, c'est un financement ARS sous forme d'appel d'offres. Hein. Il y a eu un premier appel d'offres en 2017, puis donc certains départements ont été labellisés, et puis en 2019, il y a eu un deuxième appel d'offres, et aujourd'hui, tous les départements de France, et je crois, mais je peux me tromper en dom-tom, quasi la totalité, ont un service de dispositif d'emploi accompagné. Parfait, merci beaucoup Bénédicte. Je vois l'heure merci à tous. Sans doute un peu avancé, mais peut-être que d'autres questions tout à l'heure nécessiteront que vous reveniez sur scène. Je laisse Tiffaine prendre le relais. Oui, absolument. Alors, pour compléter ce que disait Jérôme, en effet, on a conscience qu'un webinaire sur le maintien dans l'emploi d'1h30, ça peut être un petit peu frustrant parce qu'on passe assez rapidement sur un certain nombre de dispositifs. Donc, on vous renvoie vers certains supports qui avaient été réalisés. Je vous mets le lien, notamment dans le chat, des ressources vidéo où vous retrouverez un webinaire dédié à l'emploi accompagné, donc pour un peu mieux comprendre comment est-ce qu'on sollicite, quelles sont les spécificités par région, même si ça a peut-être évolué, hein, parce que ce webinaire, on l'avait organisé en septembre dernier. Vous trouverez également une session qui date de juin dernier sur la PPR, dont on a parlé tout à l'heure, de la période de préparation au reclassement. Donc voilà, je vous invite aussi à aller creuser à travers les différents liens qu'on vous a mentionnés sur le chat. En tout cas, merci beaucoup Bénédicte. Merci à vous.
très enrichissant. Et donc, pendant que tu passes sur la question suivante, c'est vrai que vous rencontrez souvent des problèmes de connexion. À vrai dire, nous, c'est pas le cas, mais moi, je suis sur un réseau dans lequel j'ai le câble, donc ça va à toute vitesse. Je crois franchement que c'est lié à l'installation que vous avez et à votre bande passante. Donc, quand vous avez ces difficultés, le meilleur moyen, quelqu'un me dit qu'il ne m'entend pas, il ne me voit pas, donc il ne m'entendra peut-être pas à ce moment-là, mais le meilleur moyen, c'est quand même d'actualiser votre page. Donc, vous allez disparaître un tout petit moment, mais vous allez reprendre. Donc, vous voyez qu'il y a une adresse URL et c'est cette adresse URL qu'il va falloir réactualiser, soit par l'espèce de petite flèche qui tourne, soit éventuellement directement en sélectionnant en fait cette adresse et en appuyant dessus. Voilà. On est très déçus pour Carole Gallet qui l'est au moins autant que nous, visiblement du lien qu'on peut avoir avec elle, notamment par texto, parce que visiblement ça manque. On a pas Carole. Connecter. Voilà, donc vous verrez tout sur la prestation d'appui spécifique et puis peut-être qu'un jour, quand le confinement sera terminé, on ira faire un film pour expliquer comment fonctionne une passe psychique. Voilà, on va vous proposer pour conclure un petit peu ce webinaire un petit schéma qui résume un peu les différents acteurs qu'on a pu faire intervenir. Voilà, je change juste de slide. Jérôme, en quoi on voit des axes, des indications, en quoi ce graphique apporte quelque chose de supplémentaire sur ce qu'on a dit ce matin? Alors, finalement, il reprend globalement la structuration qu'on a essayé de donner. Nous, notre idée, c'était qu'il y a bien des étapes et qu'il faut être en vigilance sur chacune de ces étapes et en capacité aussi de mobiliser en interne, etc. Mais il y a en fait en ordonnée du droit commun au spécifique, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que vouloir immédiatement avoir le prestataire d'appui spécifique quand le diagnostic n'a pas été encore posé, c'est pas utile. Pensez au dispositif d'emploi accompagné. Peut-être qu'il faut le mettre dans le coin de la tête, mais si à un moment donné, on n'a pas des éléments plus tangibles qui nous laissent supposer que ce dispositif va être utile, eh bien, c'est peut-être pas le moment de le mobiliser. Voilà. Donc, pourquoi il nous semble intéressant de penser finalement la capacité à mobiliser les différents acteurs dans ce double axe qui est du droit commun spécifique et évidemment dans les différentes étapes entre guillemets chronologique depuis la détection jusqu'au suivi. Vous avez vu qu'il y a en fait 4 éléments qui sont, enfin 4 clignotants ou 4 outils qui sont extrêmement importants et qui se superposent dans la flèche en gris en bas. C'est-à-dire qu'il y a un déclencheur initial qui est bien sûr l'arrêt de travail. Il y a ensuite un deuxième élément qui est très intéressant à mettre en œuvre, c'est la pré-reprise avec le médecin du travail ou le médecin de prévention, qui du coup donne déjà une idée de ce qui risque d'être une inaptitude ou pas. Il y a ensuite une visite de reprise, qui est celle, une fois qu'on a été en arrêt de travail pendant 15 jours, on a nécessairement besoin de repasser par une visite médicale de reprise et qui doit se faire dans les 8 jours après intégration. Et donc, dans cette visite de reprise, évidemment, on va être statué si on est sur un risque très important que la personne puisse reprendre son travail avec une inaptitude potentielle ou partielle ou totale et au contraire, le fait que malgré les soucis de santé, la personne peut reprendre. Et puis, bien sûr, tout le travail de maintien qu'on a évoqué jusqu'à présent. Voilà pour l'explication de ce schéma. Certains d'entre vous nous ont posé la question de savoir si vous auriez les supports. Bien sûr que oui. Nous les mettrons à disposition sur la plateforme, mais peut-être que Thibaut nous en dira un peu plus sur la manière de fonctionner. Oui, absolument. Alors, on espère que chacun a pu poser les questions qu'il souhaitait. C'est vrai qu'on était très nombreux et nous sommes toujours très nombreux, quasiment 250 tout au long de ce webinaire. Donc, on vous remercie chaleureusement de votre présence. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. Merci à tous ceux qui ont contribué dans l'onglet chat à apporter des réponses. Je vois qu'il y a eu des liens qui se sont faits aussi entre vous, donc ça, c'est super. Emeline vous a transmis un petit questionnaire d'évaluation qui nous permet de se réajuster pour les prochaines fois, de savoir ce qui a été et les suggestions éventuellement même de thématiques. En cette période de confinement, on travaille avec le FIP pour continuer à proposer des formats d'animation qui répondent à vos besoins. Donc voilà, n'hésitez pas également. On continuera à travailler en ce sens-là dans les prochaines semaines. Et on l'a également mentionné tout au long de ce webinaire, vous avez beaucoup de ressources à votre disposition et on vous transmettra le support, mais je vous mets en illustration quelques liens qui peuvent être utiles.
notamment le guide des ressources et bonnes pratiques du maintien en emploi que nous avions réalisé avec la mission Handipact en 2016, qui date un petit peu, mais dont les bonnes pratiques restent toujours d'actualité. Donc, on vous invitera à aller le consulter selon les problématiques qui sont rencontrées. On voit des liens qui peuvent se faire avec des pistes de solutions. Également, le catalogue des acteurs locaux par région, Bretagne, Centre, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, où vous avez en fait les coordonnées des différents CAP emploi, centres de gestion, emploi accompagné, CFA, enfin voilà, tout ce que vous pouvez avoir besoin de solliciter dans le cadre de votre mission. Donc, on vous invite également à consulter ces outils. Et évidemment, le site du FIPHFP et les différentes vidéos, webinaires, interventions, dont la dernière en date était sur les troubles cognitifs, où vous étiez également très nombreux à être présents la semaine dernière. Donc, on vous remercie pour votre assiduité et on espère que ça vous a plu. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à animer cette intervention aujourd'hui. Peut-être dernier point, mais vous avez vu passer le post d'Emeline qui vous envoyait l'évaluation, enfin, le lien vers l'évaluation. Il nous est toujours important de savoir comment progresser et de mesurer si effectivement nous répondons bien à vos questions. Alors, on ne peut pas satisfaire tout le monde, on en a conscience, mais on est quand même très, très intéressé par le retour que vous nous ferez. Donc, merci du temps que vous prendrez pour le faire et merci de votre fidélité, comme le disait Tiffaine tout à l'heure. Et on salue chaleureusement Carole Gallet qui n'a pas pu intervenir. Du coup, voilà, on est vraiment désolé en tout cas de cette bande passante qui nous a pas permis de vous faire intervenir sur les prestations d'appui spécifiques. On verra comment on peut pallier à ce manque-là, mais en tout cas, on pense très fort à vous. Voilà, merci à tous, très bon appétit et surtout prenez soin de vous en cette période de confinement et cette période délicate que nous vivons collectivement. On vous souhaite beaucoup de courage et puis à très bientôt pour d'autres interventions. Au revoir. Au revoir.